Je m'appelle Yves. Je suis médecin à la retraite. Autrefois, si l'on m'avait parlé de sorcellerie, j'en aurais ri. Aujourd'hui pourtant, j'y crois, car j'ai été témoin à plusieurs reprises d'événements qui dépassent l'entendement psychique et scientifique. Je souhaite partager avec vous ce que je pense être la véritable nature de la sorcellerie. Ce que je vais vous dire va certainement vous choquer. En tant que médecin, 10 ans avant la fin de ma carrière, je suis devenu sorcier. Je ne suis pas seul dans ce cas, nombreux de mes amis scientifiques se sont convertis à la sorcellerie, mais n'en font pas part, par crainte de représailles du monde scientifique. Je suis devenu sorcier à la suite d'un événement auquel j'ai assisté à l'hôpital où je travaillais. Un homme d'environ 80 ans, déclaré mort depuis plus de 3 heures par mes collègues médecins, s'est soudain réveillé en parfaite santé. Tout cela s'est produit après qu'une personne étrangère à l'hôpital soit entrée dans la chambre et ait posé ses mains sur la poitrine du défunt. Cet instant a bouleversé ma vision de la vie, de la mort et de tout ce que je pensais connaître. Au Moyen Âge, la sorcellerie fascine et effraie. Dans les villages européens, entre le XIIIe et le XVIIe siècle, la peur des sorcières était omniprésente. On croyait que certaines personnes, principalement des femmes, possédaient des pouvoirs surnaturels capables de provoquer la maladie, la mort ou des catastrophes naturelles. Ces accusations étaient souvent basées sur des rumeurs, des jalousies, des simples différences comme le racisme viscéral ou aux conflits dus aux appartenances religieuses. Le pouvoir de la sorcellerie, tel qu'on le percevait, n'était pas seulement magique, il était politique, social et religieux. Les sorcières étaient accusées de pactiser avec le diable, et de nombreux procès ont conduit à la torture et à la mort de milliers de femmes et d'hommes. La sorcellerie n'est en rien une discipline nouvelle. Pourtant, par manque de connaissances, beaucoup confondent sorcellerie, astrologie, guérisseur, médiumnité, clairvoyance, les tireurs de cartes, le vaudou et bien d'autres pratiques. Permettez-moi un conseil. N'entrez jamais dans l'univers de la sorcellerie sans être accompagné par des personnes réellement expérimentées. Méfiez-vous des nombreux charlatans qui s'imaginent tout savoir et qui par appât du gain iront jusqu'à vous ruiner. Enfin, si vous souhaitez faire le grand pas, souvenez-vous, pénétrer dans le monde de la sorcellerie est relativement simple, mais en sortir, c'est une toute autre histoire. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La sorcellerie n'était pas seulement crainte, elle fascinait. Les grimoires, ces livres de sorts et de rituels, circulaient clandestinement et contenaient des recettes pour soigner les maladies, préparer des filtres d'amour ou protéger les foyers. Les sorcières, guérisseuses et sages-femmes étaient parfois respectées pour leur connaissance des herbes et des remèdes naturels. La frontière entre la magie et la médecine était alors très floue. Au fil des siècles, avec l'essor de la science et la diffusion du savoir médical, la perception de la sorcellerie a commencé à changer. Les grandes chasses aux sorcières ont pris fin, et les pouvoirs attribués aux sorcières ont été progressivement expliqués par la superstition, la psychologie ou les maladies. Pourtant, la fascination pour la magie et les pouvoirs occultes n'a jamais disparu. Au XIXe siècle, avec le romantisme et l'intérêt pour le folklore, la sorcellerie est redevenue un objet d'étude et de curiosité. On collectionnait les contes populaires, on s'intéressait aux pratiques magiques de certaines communautés rurales et aux rites anciens. La sorcellerie a commencé à être perçue non plus comme un danger, mais comme un savoir ancien, un héritage culturel et symbolique. Aujourd'hui, la sorcellerie a pris de multiples formes. Certaines personnes pratiquent la Wicca ou la magie moderne, inspirée de traditions anciennes, combinant méditation, rituels et croyance en l'énergie et les forces naturelles. Les pouvoirs de la sorcellerie contemporaine ne sont plus considérés comme menaçants. Ils sont souvent liés au développement personnel, à l'intuition ou à la connexion avec la nature. Les potions et sorts sont davantage symboliques, servant à canaliser l'intention, renforcer la concentration ou célébrer le changement. Ainsi, du Moyen Âge où la sorcière était un symbole de peur, jusqu'à aujourd'hui où la magie est un chemin de connaissance personnelle, les pouvoirs de la sorcellerie ont évolué avec la société. Ce qui était autrefois interdit, dangereux et persécuté est devenu pour certains un moyen de se reconnecter à soi et à l'univers. La sorcellerie nous rappelle que l'homme a toujours cherché à comprendre et à influencer le monde invisible, que ce soit par la peur, le savoir ou la méditation. Depuis des siècles, les malédictions fascinent autant qu'elles effraient. Dans l'Europe médiévale, on croyait que certains individus pouvaient provoquer le malheur, la maladie ou la mort simplement par des paroles, des gestes ou des rituels. Les malédictions faisaient partie intégrante de la sorcellerie.
Une femme accusée d'avoir jeté un sort sur une famille ou un village pouvait être arrêtée, jugée et souvent exécutée. La peur des malédictions était telle que de simples mots ou une jalousie pouvaient suffire à susciter une accusation. Mais qu'était exactement une malédiction? Elle était considérée comme une intention malveillante concentrée, capable de perturber la vie d'autrui. Certains sorciers ou sorcières utilisaient des symboles, des talismans, des herbes ou des poupées pour canaliser cette énergie négative. Dans les grimoires médiévaux, on trouve des instructions détaillées sur la manière de jeter une malédiction ou de s'en protéger. Les malédictions pouvaient viser la santé, l'amour, la fortune ou même le climat, et elles étaient souvent liées à des pactes imaginaires avec des forces surnaturelles. Mais la malédiction n'était pas toujours synonyme de danger. Elle servait parfois de justice symbolique. Dans des sociétés où la loi et l'ordre étaient fragiles, accuser quelqu'un de jeter un sort pouvait permettre à une communauté de canaliser sa colère ou sa peur. La malédiction devenait un outil social autant qu'une croyance magique. Au fil des siècles, les malédictions ont évolué. Avec le déclin des procès pour sorcellerie et l'avènement de la science moderne, beaucoup ont commencé à les expliquer comme des superstitions ou des coïncidences. Pourtant, le mythe persiste. Même aujourd'hui, certaines cultures accordent une grande importance aux malédictions. On parle encore de mauvais œil dans de nombreuses régions du monde, de rituels pour lever des sorts, ou de signes que quelqu'un aurait jeté un mauvais sort. Dans la sorcellerie contemporaine, les malédictions ne sont généralement plus considérées comme dangereuses ou réelles dans le sens traditionnel. Elles sont souvent vues comme des métaphores, des symboles de conflits émotionnels, de jalousie ou de rancune. Certains rituels modernes permettent de rompre une malédiction pour libérer l'esprit et retrouver un équilibre, plutôt que d'invoquer réellement le mal. Ainsi, des villages médiévaux terrifiés par le pouvoir d'un sorcier jusqu'aux pratiques spirituelles actuelles qui utilisent la malédiction comme symbole de purification, l'idée de malédiction a traversé les siècles. Elle reflète toujours une peur humaine fondamentale, celle que les mots et les intentions peuvent influencer notre destin. Mais elle révèle aussi notre besoin de comprendre, de contrôler et de réparer les forces invisibles qui nous entourent. Depuis toujours, la sorcellerie n'a pas été uniquement associée à la peur ou aux malédictions. Elle a aussi été un moyen de guérir. Au Moyen Âge, dans les villages d'Europe, les guérisseurs et guérisseuses étaient souvent les seuls à connaître les secrets des plantes, des herbes médicinales et des rituels. Ces sages-femmes, herboristes et chamans locaux utilisaient leur savoir pour soigner les maladies, soulager la douleur et protéger les foyers. Leurs pratiques mêlaient observation de la nature, connaissance des plantes et prières, ou incantations destinées à canaliser les forces invisibles. Les guérisons par sorcellerie n'étaient pas toujours reconnues par l'Église ou les autorités. Certaines de ces pratiques furent accusées de magie noire, de pacte avec le diable ou de superstitions dangereuses. Pourtant, beaucoup de villageois se tournaient vers ces guérisseurs pour soigner ce que la médecine médiévale ne pouvait expliquer. Une simple infusion, un charme protecteur ou un rituel pouvait apporter soulagement et espoir à ceux qui souffraient. Les textes anciens et les grimoires regorgent de recettes de guérison. Des élixirs à base de plantes, des fumigations pour purifier l'air, des amulettes à porter contre la fièvre ou les maladies contagieuses. Dans certaines régions, on croyait que le toucher d'un guérisseur, accompagné d'incantations, pouvait transférer l'énergie vitale nécessaire à la guérison. Ces pratiques reposaient autant sur la connaissance des remèdes naturels que sur la force de la croyance et de la foi dans le rituel. Avec le temps et l'essor de la médecine scientifique, ces pratiques ont été progressivement marginalisées. Pourtant, certaines traditions ont survécu, souvent discrètement. Aujourd'hui encore, dans certaines communautés, on utilise des plantes médicinales, des huiles essentielles, et des rituels de protection inspirés de la sorcellerie ancienne. La Wicca et d'autres formes de magie moderne incluent parfois des pratiques de guérison énergétique, méditative ou symbolique, visant à rétablir l'équilibre du corps et de l'esprit plutôt qu'à invoquer une force surnaturelle. La guérison par sorcellerie montre que, depuis le Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui, la magie a souvent été un outil de soin et de soutien. Elle rappelle que l'être humain a toujours cherché à comprendre et influencer son environnement, à utiliser la nature et l'énergie invisible pour protéger la vie et favoriser le bien-être. Les pratiques modernes, bien que symboliques et psychologiques, prolongent cet héritage. Elles utilisent le rituel, l'intention et la concentration pour apporter un soulagement, un équilibre intérieur et parfois une véritable guérison, dans le corps comme dans l'esprit. Parmi ces pouvoirs, il y avait les malédictions. On croyait qu'une intention malveillante, concentrée par des paroles, des gestes ou des objets, pouvait troubler la vie d'autrui. Des talismans, des poupées ou des incantations servaient à canaliser cette énergie négative. Certaines communautés voyaient dans les malédictions un outil de justice symbolique. Accuser quelqu'un de jeter un sort permettait parfois de réguler les tensions sociales ou familiales. Mais la sorcellerie médiévale ne se limitait pas à nuire.
Les guérisons par la sorcellerie étaient tout aussi importantes. Les guérisseurs et guérisseuses utilisaient les plantes, les herbes médicinales et des rituels pour soigner maladies et blessures. Une infusion, une fumigation ou un charme pouvaient soulager une fièvre, calmer une douleur ou protéger un foyer. Dans ces pratiques, le pouvoir résidait autant dans la connaissance des remèdes naturels que dans l'intention et la concentration du praticien. La frontière entre magie, médecine et spiritualité était floue, mais les villageois se tournaient souvent vers ces guérisseurs lorsqu'aucun remède officiel n'était disponible. Avec le temps, la société a commencé à distinguer magie blanche et magie noire. La magie blanche est celle de la protection, de la guérison et de l'harmonie. Elle vise à créer du bien, à équilibrer les énergies, à soigner et à protéger. Les rituels, incantations et prières de la magie blanche cherchent à renforcer la vie plutôt qu'à nuire. À l'inverse, la magie noire est associée au mal, à la manipulation et aux malédictions. Elle vise à nuire ou à contrôler la volonté d'autrui. Dans les sociétés médiévales, elle était redoutée et souvent liée aux accusations de sorcellerie, mais elle pouvait parfois n'être qu'une interprétation de coïncidences, de maladies ou de conflits humains. Malgré la peur et la superstition, certaines pratiques ont survécu. Au XIXe siècle, les folkloristes et ethnologues ont commencé à étudier les rites anciens et les croyances populaires. Aujourd'hui, la magie blanche est célébrée dans des pratiques modernes comme la Wicca ou la magie énergétique, souvent centrée sur la guérison, la méditation, l'intention et l'équilibre intérieur. La magie noire, elle, reste un symbole de manipulation et de danger, surtout présent dans les contes, la fiction et les légendes, plutôt que dans la réalité quotidienne. Ainsi, de l'Europe médiévale à nos sociétés contemporaines, la sorcellerie a traversé les siècles sous différentes formes. Les malédictions ont marqué la peur et la justice sociale, les guérisons ont sauvé et protégé des vies, et la dualité entre magie blanche et magie noire a structuré la manière dont les hommes et les femmes comprenaient le monde invisible. Ces pratiques témoignent de la fascination éternelle de l'être humain pour l'inconnu, pour les forces invisibles, et pour son désir de comprendre et influencer son destin et celui des autres. Même aujourd'hui, ces héritages continuent de captiver. La sorcellerie, sous toutes ses formes, nous rappelle que l'homme cherche toujours à se connecter à ce qui échappe à la vue, à protéger, guérir ou parfois punir, avec des intentions qui peuvent être aussi puissantes que les sorts eux-mêmes. Les rituels, les plantes, les incantations et la concentration restent des symboles de notre lien profond avec l'invisible et nous invitent à explorer ce potentiel mystérieux qui sommeille en chacun de nous. Le vaudou est une forme de sorcellerie qui a traversé les océans et les siècles, des royaumes africains de l'Ouest jusqu'aux Caraïbes et à l'Amérique, apporté par les esclaves africains. Contrairement aux clichés véhiculés par la culture populaire, le vaudou n'est pas simplement une magie noire ou des poupées animées. C'est un système complexe de croyances, de rituels et de connexions spirituelles, centré sur les liens entre les vivants, les ancêtres et les forces invisibles de la nature. Au cœur du vaudou se trouvent les lots, ces esprits intermédiaires qui relient les humains au divin. Les pratiquants, appelés Ungan pour les hommes et Mambo pour les femmes, peuvent communiquer avec ces esprits à travers des prières, des chants, des danses et des rituels précis. Ces pratiques permettent de chercher protection, guidance, guérison ou parfois justice dans un contexte social où les pouvoirs spirituels sont essentiels pour la communauté. Les rituels de guérison dans le vaudou sont particulièrement importants. Ils combinent herbes, talismans, prières et danses pour soigner maladies physiques et déséquilibres émotionnels. Les plantes médicinales sont préparées selon des traditions ancestrales, et l'intention du prêtre ou de la prêtresse joue un rôle central. Le pouvoir de guérison ne repose pas seulement sur les herbes. Il émane de la connexion avec les lots et de l'énergie collective de la cérémonie. Le vaudou comporte également des pratiques de protection et de malédiction. Comme dans beaucoup de traditions anciennes, il existe un équilibre entre magie positive et magie négative. Une malédiction dans le vaudou n'est pas nécessairement destinée au mal gratuit. Elle peut servir à défendre une communauté, rétablir une justice ou éloigner le danger. De la même manière, la magie blanche vaudou est utilisée pour bénir, protéger et renforcer les liens familiaux et sociaux. Au fil du temps, la perception du vaudou a été déformée par les films, les romans et les stéréotypes. Mais pour ceux qui le pratiquent véritablement, c'est avant tout une spiritualité vivante, un ensemble de connaissances et de rituels transmis de génération en génération. Aujourd'hui, le vaudou est toujours pratiqué en Haïti, au Bénin, au Togo, et dans de nombreuses communautés afro-caribéennes, mêlant traditions anciennes, croyances locales et adaptabilité aux défis contemporains. La sorcellerie vaudou montre que, dans toutes les cultures, la magie et les rituels ont toujours été un moyen de comprendre l'invisible, de guérir, de protéger et parfois de punir. Elle illustre la richesse et la complexité des pratiques spirituelles humaines et rappelle que ce que nous appelons sorcellerie peut avoir des formes multiples, selon les contextes historiques, culturels et sociaux.
Les pouvoirs de la sorcellerie à travers les âges et les cultures. Parmi ces pouvoirs, il y avait les malédictions. On croyait qu'une intention malveillante concentrée, transmise par des paroles, des gestes ou des objets, pouvait troubler la vie d'autrui. Des talismans, des poupées ou des incantations servaient à canaliser cette énergie négative. Mais ces malédictions ne reflétaient pas uniquement le mal. Elles pouvaient aussi servir à réguler les tensions sociales, punir les injustices ou protéger la communauté. En parallèle, la sorcellerie médiévale était un moyen de guérison. Les guérisseurs et guérisseuses utilisaient plantes, herbes médicinales et rituels pour soigner maladies et blessures. Une simple infusion, un charme ou une fumigation pouvait soulager une fièvre, calmer la douleur ou protéger un foyer. Le pouvoir de guérison reposait autant sur le savoir des plantes que sur l'intention et la concentration du praticien. Avec le temps, la société a commencé à distinguer magie blanche et magie noire. La magie blanche cherchait à protéger, guérir et harmoniser les énergies. La magie noire, elle, visait à nuire ou à manipuler. Mais l'histoire montre que la frontière entre les deux était souvent subtile. La même incantation pouvait être perçue différemment selon l'intention et le contexte. En traversant l'océan Atlantique et les continents africains, la sorcellerie a pris d'autres formes. Le vaudou, né avec les esclaves africains dans les Caraïbes, est un système complexe de croyances reliant les vivants aux esprits appelés lots. Les pratiques vaudou incluent guérison, protection, mais aussi malédiction. Les rituels mêlent chants, danses, herbes et talismans pour influencer le destin et maintenir l'équilibre dans la communauté. Dans le monde arabe, la sorcellerie s'articule autour des djinns, des entités invisibles capables de bénir ou de nuire. Les hakims ou guérisseurs arabes utilisaient herbes, amulettes et incantations pour protéger, guérir ou prédire l'avenir. Là aussi, la magie blanche et la magie noire coexistent, selon l'intention du praticien et la perception de la communauté. En Afrique, la sorcellerie est profondément enracinée dans le lien avec la nature et les ancêtres. Les Nganga, chamans et guérisseurs africains utilisent herbes, rituels et prières pour protéger, soigner et rétablir l'équilibre spirituel. La magie y est à la fois un outil de guérison, un moyen de protection et un système moral et social. Cette tradition a également influencé le vaudou et d'autres formes de magie afrodiasporique. Aujourd'hui, la sorcellerie continue d'exister sous diverses formes. Certaines pratiques sont symboliques, centrées sur la méditation, la guérison énergétique ou l'équilibre intérieur, tandis que d'autres perpétuent des rituels anciens dans un cadre culturel ou spirituel. Les malédictions, la guérison, la magie blanche et noire, le vaudou, la sorcellerie arabe et africaine montrent que, partout et à travers les siècles, l'homme a cherché à comprendre l'invisible, protéger sa vie, influencer son destin et rétablir l'équilibre entre le monde humain et les forces invisibles. La sorcellerie n'est pas seulement un outil magique. C'est une fenêtre sur l'histoire, la culture et l'esprit humain, une quête universelle pour expliquer l'inexplicable et agir sur ce qui échappe à notre vue. Elle nous rappelle que, même aujourd'hui, le mystère et la fascination pour l'invisible font partie de l'âme humaine, et que les pouvoirs que l'on croyait réservés aux légendes peuvent exister, sous une forme ou une autre, en chacun de nous. Comme je ne peux pas tout vous raconter en une seule vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Vous pourrez ainsi découvrir d'autres vidéos présentant des rituels incroyables et efficaces en sorcellerie. Merci de votre écoute, et à très bientôt.